Le 15 août 1769, dans une maison d'Ajaccio, naît Napoléon Bonaparte. 15 mois plus tôt, la Corse venait de passer sous domination française après la défaite de Pascal Paoli à Ponte Nuovo. Son père, Charles Bonaparte, ancien partisan de Paoli, s'était rallié aux Français pour sauver sa peau et accéder aux avantages du nouveau régime. La famille appartient à la petite noblesse corse d'origine italienne, mais elle n'est pas riche. Napoléon est le deuxième enfant du couple formé par Charles et Letizia Ramolino. Sur les 12 enfants qu'aura le couple, 8 survivront. Charles Bonaparte sait utiliser le système à son avantage. En 1771, il obtient la reconnaissance officielle de son statut nobiliaire, puis devient assesseur auprès des autorités françaises. En 1778, il se rend même à Versailles pour une audience avec Louis XVI. Cet homme ambitieux mène grand train, bien au-dessus de ses moyens réels. Il accumule les dettes, mais parvient à obtenir des bourses royales pour ses fils aînés. Le gouverneur Marbeuf, dont certains murmurent qu'il serait le véritable père de Napoléon, facilite ses démarches. En décembre 1778, Napoléon quitte la Corse pour le collège d'Autun sur le continent. Il n'y reste que 2 mois avant d'entrer à l'école militaire de Brienne en mai 1779, grâce à son certificat de noblesse. Le choc culturel est brutal. Ce gamin corso-français approximatif se retrouve propulsé au milieu de la jeunesse aristocratique française. Ses camarades se moquent de lui sans relâche. Il parle mal, s'habille pauvrement et garde son accent corse. Cette période forge son caractère. Il se réfugie dans les livres, dévore les textes sur l'histoire antique, excelle en mathématiques. Le jeune Napoléon reste profondément attaché à la Corse. Il admire Pascal Paoli comme un héros patriotique, un symbole de résistance contre l'oppression étrangère. Dans son esprit d'adolescent, la France n'est qu'une puissance coloniale. Il rêve de devenir un jour le Paoli de sa génération, de libérer son île. Il commence même à rédiger une histoire de la Corse, un réquisitoire contre l'occupation française, marqué par les idées de Rousseau qu'il lit passionnément. En septembre 1784, ses excellentes notes lui permettent d'entrer à l'école militaire de Paris où il étudie l'artillerie. 1 an plus tard, en septembre 1785, à seulement 16 ans, il devient lieutenant en seconde artillerie au régiment de la Fère. La mort brutale de son père en février 1785 bouleverse la donne familiale. À la mort de Charles, Napoléon, bien qu'étant le deuxième fils, prend progressivement les rênes de la famille. Son frère aîné Joseph, indécis et peu énergique, peine à s'imposer. Sur le continent, Napoléon devient le véritable chef du clan Bonaparte, gérant les affaires de la famille, obtenant des bourses pour ses frères et sœurs, luttant pour récupérer l'argent dû par le roi de France après la rupture d'un contrat de pépinière de mûrier signé avec Charles en 1782. Entre 1786 et 1791, le jeune officier multiplie les séjours en Corse. Il y passe près d'1 an entre septembre 1786 et septembre 1787, puis de janvier à mai 1788, et surtout de septembre 1789 à janvier 1791. Pendant la Révolution française, il s'engage dans le mouvement jacobin local et tente de se faire une place dans la politique corse. En mars 1791, il devient lieutenant-colonel en second au 2e bataillon de volontaires de la garde nationale d'Ajaccio. Il écrit à Paoli, son idole, pour lui soumettre son projet d'histoire de la Corse. La réponse glaciale du vieux chef tombe comme un couperet. L'histoire ne s'écrit pas dans les années de jeunesse. En juin 1793, tout bascule. Napoléon et sa famille doivent fuir la Corse après leur rupture définitive avec Paoli. Le 3 mai, Napoléon part pour Bastia, mais doit rebrousser chemin, poursuivi par les partisans de Paoli. Le 5 mai, il est même arrêté, mais parvient à s'échapper. Dans la nuit du 23 mai, des paolistes saccagent la maison familiale d'Ajaccio. Letizia Bonaparte, ses enfants et son frère Joseph Fesch fuient vers les Milelli avant de se réfugier à la tour de Capitello, puis d'embarquer pour Calvi le 4 juin. Napoléon les rejoint le 2 juin. La famille Bonaparte est définitivement chassée de Corse. Ce départ forcé change le destin de Napoléon. Désormais, il francise son prénom et son nom. Napoléon Bonaparte n'est plus corse, il est français.
Il renonce à son rêve d'indépendance insulaire et choisit de faire carrière dans l'armée de la République. Cette décision va tout changer. Fin 1793, Napoléon se trouve à Toulon, assiégé par les Britanniques et les royalistes. Le jeune capitaine d'artillerie de 24 ans remplace un officier blessé et propose un plan audacieux: s'emparer du fort de l'Aiguillette qui domine la rade. En décembre, son plan réussit. Les navires britanniques, désormais à portée de tir, doivent évacuer. Toulon tombe. Cette victoire vaut à Napoléon sa promotion au grade de général de brigade en février 1794. Mais l'année suivante, après la chute de Robespierre, il connaît une période difficile. Soupçonné de sympathie jacobine, il est même brièvement emprisonné. Sa carrière semble compromise. Tout se joue le 5 octobre 1795. Les royalistes tentent un coup de force à Paris contre la Convention. Le représentant Paul Barras, chargé de la défense de la capitale, fait appel à Napoléon. Le jeune général n'hésite pas. Il fait tirer sur la foule royaliste avec ses canons. La mitraille balaie les insurgés. En quelques heures, l'insurrection est écrasée. Cette journée du 13 Vendémiaire en 4 entre dans l'histoire. Napoléon devient le sauveur de la République et le protégé de Barras. Quelques mois plus tard, le 9 mars 1796, Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais, l'ancienne maîtresse de Barras. Elle a 32 ans, lui 26. Veuve d'un aristocrate guillotiné pendant la Terreur, mère de 2 enfants, Joséphine est une femme du monde élégante et bien introduite. Certains murmurent que Napoléon n'obtient son commandement que grâce à cette union. Mais le jeune général s'est déjà forgé une réputation. 2 jours après son mariage, le 2 mars 1796, il reçoit le commandement de l'armée d'Italie. Quand Napoléon arrive à Nice le 27 mars 1796 pour prendre ses fonctions, il découvre une armée en piteux état. Les 37 600 hommes manquent de tout: mousquets, uniformes, chaussures, nourriture. La solde n'a pas été versée depuis des mois. L'argent envoyé par le directoire prend la forme de billets sans valeur. Le moral des troupes est au plus bas. Les généraux sous ses ordres, Masséna, Augereau, Sérurier, Berthier, accueillent avec scepticisme ce jeune Corse de 26 ans qui n'a jamais commandé une armée entière. Mais dès la première rencontre, Napoléon impose son autorité. Il parle avec assurance, trace des plans précis, promet la victoire et le butin. L'armée d'Italie devait servir de simple diversion, pendant que les armées du Rhin attaquaient l'Autriche. Personne n'attendait grand-chose de cette campagne secondaire. Napoléon va transformer cette opération mineure en triomphe éclatant. Son plan est simple mais audacieux. Séparer les forces sardes des forces autrichiennes, les battre séparément, puis conquérir toute l'Italie du Nord. Le 12 avril 1796, à Montenotte, l'armée française remporte sa première victoire contre les Autrichiens. Le lendemain, à Millesimo, Napoléon écrase les Sardes. Le 22 avril, la bataille de Mondovi achève la déroute piémontaise. 6 jours plus tard, le roi de Sardaigne signe l'armistice de Cherasco. En moins de 2 semaines, Napoléon a éliminé un ennemi. Les Autrichiens se retrouvent isolés. Le 10 mai, au pont de Lodi, Napoléon force le passage de l'Adda dans un assaut spectaculaire. Lui-même combat aux côtés de ses grenadiers. Cette bataille forge sa légende. Ses soldats commencent à l'appeler le Petit Caporal. Pour Napoléon, ce jour marque une révélation. Il écrit plus tard qu'à partir de Lodi, il a compris qu'il n'était pas un simple général, mais un homme appelé à de grandes destinées. Le 14 mai, il entre triomphalement à Milan. La population l'accueille comme un libérateur. Les duchés de Parme et Modène demandent la paix. Napoléon assiège ensuite Mantoue, place forte autrichienne qui commande les passages alpins vers l'Autriche. Pendant 7 mois, 4 armées autrichiennes tentent de secourir la ville. Napoléon les bat toutes successivement. Le 5 août 1796, victoire de Castiglione. Le 8 septembre, victoire de Bassano. Du 15 au 17 novembre, Napoléon remporte la bataille décisive d'Arcole après 3 jours de combats acharnés dans les marais. Le 14 janvier 1797, nouvelle victoire à Rivoli. Le 2 février, Mantoue capitule enfin. Pendant ce temps, sur le front du Rhin, les armées françaises reculent. Seul Napoléon avance. En mars 1797,
Il lance l'offensive vers Vienne. Son armée pénètre en Autriche et s'approche à moins de 100 km de la capitale impériale. L'Autriche, paniquée, demande un armistice. Le 17 avril, Napoléon signe l'armistice de Léoben. Il négocie au nom de la France sans même consulter le Directoire. En octobre 1797, le traité de Campo Formio officialise la paix. Napoléon a redessiné la carte de l'Italie. Il crée la République cisalpine dans le nord de l'Italie. Il sacrifie Venise, partageant son territoire entre la France et l'Autriche, mettant fin à 1200 ans d'existence de la Sérénissime République. L'Autriche reconnaît le contrôle français de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. La campagne d'Italie fait de Napoléon le héros de la France. En un an, avec une armée mal équipée, il a vaincu 7 armées ennemies, signé des traités, créé des républiques, envoyé des millions en or et des centaines d'œuvres d'art à Paris. Le 10 décembre 1797, le Directoire organise une fête somptueuse au Palais du Luxembourg pour honorer le jeune général. Napoléon a 28 ans. Il est désormais l'homme le plus célèbre de France après avoir conquis l'Italie et forcé l'Autriche à la paix. En 1798, seule l'Angleterre reste en guerre contre la France. Napoléon propose une expédition en Égypte pour couper la route des Indes britanniques. Le Directoire accepte, soulagé d'éloigner ce général trop populaire qui commence à inquiéter. Le 19 mai 1798, Napoléon embarque à Toulon avec 35 000 hommes et 150 navants. Il emmène aussi des scientifiques, des savants, des ingénieurs. L'expédition commence bien. Malte est prise en juin. Le 1er juillet, l'armée débarque à Alexandrie. Le 21 juillet, Napoléon écrase les Mamelouks à la bataille des Pyramides. Il entre au Caire le 24 juillet. Mais le 1er août, l'amiral Nelson détruit la flotte française à Aboukir. L'armée de Napoléon se retrouve piégée en Égypte, coupée de la France. En février 1799, Napoléon envahit la Syrie ottomane. Le siège de Saint-Jean d'Acre tourne au désastre. La peste décime ses troupes. En juin, il doit battre en retraite vers l'Égypte. Le 25 juillet, il remporte une dernière victoire à Aboukir contre une armée ottomane débarquée. Mais la situation en France se dégrade. Une nouvelle coalition européenne s'est formée contre la République. Les armées françaises reculent sur tous les fronts. Le Directoire, discrédité, sombre dans le chaos politique. Napoléon prend alors une décision audacieuse. Le 22 août 1799, il abandonne son armée au général Kléber et s'embarque secrètement avec quelques fidèles. Après avoir échappé aux navires britanniques qui patrouillent en Méditerranée, il débarque à Fréjus le 9 octobre. Son retour provoque un enthousiasme délirant. Le peuple français voit en lui le sauveur qui va rétablir l'ordre et la victoire. Paris bouillonne. Le Directoire est détesté. Les royalistes menacent à droite, les jacobins à gauche. La bourgeoisie craint un retour de la terreur ou une restauration des Bourbons. L'abbé Sieyès, devenu directeur en 1799, cherche un bras armé pour renverser le régime et établir une nouvelle constitution. Il pense d'abord au général Joubert, mais celui-ci meurt à la bataille de Novi en août. Le retour de Napoléon tombe à point nommé. Sieyès et ses complices, dont Talleyrand, ministre des Relations extérieures, Fouché, ministre de la Police, et Cambacérès, se rapprochent de Napoléon. Le jeune général accepte de participer au coup d'État. Mais il a ses propres ambitions. Il ne compte pas être un simple exécutant. Son frère Lucien, qui préside le Conseil des 500, joue un rôle clé dans la conspiration. Le matin du 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799, le plan se met en branle. Le Conseil des Anciens, convoqué d'urgence aux Tuileries, vote le transfert des 2 assemblées à Saint-Cloud, prétendument pour les protéger d'un complot jacobin. Napoléon reçoit le commandement de toutes les troupes de Paris. 3 directeurs démissionnent, Sieyès, Barras et Ducos. Les 2 autres, Gohier et Moulin, sont arrêtés. Le Directoire n'existe plus. Le lendemain, 19 Brumaire, 10 novembre 1799, les députés se réunissent à Saint-Cloud. Mais le plan tourne mal, les députés ne sont pas dupes. Quand Napoléon entre au Conseil des Anciens à 16 heures, il tente un discours pour justifier le coup d'État. Il parle maladroitement, se laisse emporter par l'émotion. On l'interrompt. Et la Constitution ?
Napoléon répond qu'elle a déjà été violée plusieurs fois. Il menace de faire appel à la force militaire et sort. Au Conseil des 500, c'est pire. Quand Napoléon y pénètre, les députés comprennent qu'un coup d'État est en cours. Des cris fusent. « Hors la loi !» Certains députés se jettent sur lui. Napoléon, bousculé, le visage griffé, doit être évacué par ses grenadiers. La situation semble perdue. C'est alors que Lucien Bonaparte sauve la mise. En tant que président du Conseil, il sort et harangue les soldats. Il leur affirme que des députés jacobins menacent son frère avec des poignards. Les troupes entrent dans la salle et chassent les députés par les fenêtres. Le coup d'État militaire succède au coup d'État parlementaire. Dans la nuit, une minorité de députés complaisants vote l'abolition du Directoire. Une commission consulaire provisoire de 3 membres est créée, Napoléon Bonaparte, Sieyès et Ducos. La Révolution française, commencée en 1789, s'achève officiellement. Le consulat débute. Mais Napoléon n'a pas l'intention de partager le pouvoir. Dans les semaines suivantes, il impose sa volonté lors de la rédaction de la Constitution de l'an 8. Sieyès, qui se croyait le maître du jeu, se retrouve marginalisé. La Constitution, promulguée le 13 décembre 1799, crée un régime consulaire dirigé par 3 consuls. Mais seul le premier consul détient les vrais pouvoirs. Il nomme les ministres, les ambassadeurs, les officiers, les juges. Il dirige le Conseil d'État qui rédige les lois. Les assemblées législatives ont des pouvoirs limités. Napoléon Bonaparte devient premier consul. Il a 30 ans. Les 2 autres consuls, Cambacérès et Lebrun, n'ont qu'un rôle consultatif. Sieyès et Ducos reçoivent des dotations généreuses pour leur retraite. Un plébiscite est organisé en février 1800 pour ratifier la nouvelle Constitution. Les résultats, largement manipulés, donnent plus de 3 millions de oui contre quelques milliers de non. La population, épuisée par 10 ans de révolution, veut la stabilité. Napoléon promet l'ordre, la paix, la prospérité. Napoléon se met immédiatement au travail. Il gouverne avec une énergie inépuisable, travaillant 18 heures par jour, dictant des ordres, prenant des décisions sur tous les sujets. Son génie organisationnel transforme la France en quelques années. En février 1800, il crée la Banque de France pour stabiliser la monnaie et le crédit. Il instaure le franc germinal, une monnaie stable qui restera en vigueur pendant plus d'1 siècle. Il réforme entièrement l'administration. Les départements, créés pendant la Révolution, sont conservés mais placés sous l'autorité de préfets nommés par le gouvernement. Ces préfets, véritables agents du pouvoir central, contrôlent l'administration locale. Le système centralisé français moderne naît sous le consulat. L'éducation est réorganisée avec la création des lycées en 1802. Ces établissements d'État forment les futures élites de la nation selon un programme uniforme. Napoléon crée aussi les grandes écoles, dont Polytechnique devient le modèle. Il veut des cadres compétents pour servir l'État. Le Code civil, promulgué en 1804, constitue son œuvre législative majeure. Napoléon participe personnellement aux discussions du Conseil d'État qui rédige ce code. Pendant des mois, il assiste aux séances, intervient, débat. Le Code civil unifie le droit français, mettant fin au patchwork de coutumes locales héritées de l'Ancien Régime. Il consacre l'égalité devant la loi, la liberté individuelle, le droit de propriété, la laïcité de l'État civil, mais il maintient aussi l'autorité du père de famille, limite les droits des femmes et des enfants. Ce code sera copié dans de nombreux pays et reste la base du droit français actuel. En 1802, Napoléon crée la Légion d'honneur, une décoration destinée à récompenser les mérites civils et militaires. Cette institution, d'abord critiquée comme un retour aux distinctions d'Ancien Régime, devient rapidement populaire. Elle permet à Napoléon de récompenser et de fidéliser les serviteurs de l'État. Sur le plan religieux, Napoléon négocie en 1801 un concordat avec le pape Pie VII. Cet accord met fin au conflit entre la République et l'Église catholique. Le catholicisme est reconnu comme la religion de la majorité des Français, mais non comme religion d'État. Les prêtres deviennent des fonctionnaires salariés. L'État nomme les évêques, le pape les consacre. Les biens de l'Église vendus pendant la Révolution restent acquis à leurs propriétaires. Ce compromis rétablit la paix religieuse en France. Mais la guerre reprend en 1800. L'Autriche, encouragée par l'Angleterre, attaque de nouveau. En mai 1800,
Napoléon franchit les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard avec 40 000 hommes dans des conditions épouvantables. Le 14 juin 1800, à Marengo, il bat de justesse les Autrichiens après une bataille incertaine. Le général Desargues, arrivant en renfort au moment crucial, renverse la situation mais meurt au combat. Cette victoire, présentée par la propagande comme un triomphe prévu, consolide le pouvoir de Napoléon. L'Autriche signe la paix de Lunéville en février 1801, confirmant les acquisitions françaises. En 1802, le traité d'Amiens établit la paix avec l'Angleterre. Pour la première fois depuis 1792, la France n'est plus en guerre. Napoléon apparaît comme le pacificateur de l'Europe. Sa popularité atteint des sommets. En août 1802, un nouveau plébiscite le nomme consul à vie. Il a désormais le pouvoir de désigner son successeur. La République devient de facto une monarchie. En 1803, la paix d'Amiens se brise. L'Angleterre, inquiète de l'expansionnisme français, reprend la guerre. Napoléon prépare alors une invasion de l'Angleterre. Un immense camp militaire se forme à Boulogne où 200 000 hommes s'entraînent pendant 2 ans. Des milliers de barques sont construites pour transporter l'armée à travers la Manche. Mais Napoléon ne pourra jamais tenter le débarquement. La marine française, inférieure à la Royal Navy, ne parvient pas à contrôler la Manche. En mars 1804, un événement dramatique accélère l'évolution vers l'Empire. Des royalistes, soutenus par l'Angleterre, tentent d'assassiner Napoléon. Le complot est déjoué, mais Napoléon veut frapper fort. Sur de fausses informations, il fait kidnapper le duc d'Enghien, un prince de sang royal vivant en territoire neutre allemand. Le jeune duc est amené à Vincennes, jugé rapidement par une commission militaire et fusillé dans la nuit du 21 mars 1804. Cette exécution choque l'Europe. Talleyrand dira plus tard « C'est pire qu'un crime, c'est une faute ». Mais pour Napoléon, il s'agit d'un avertissement aux royalistes et aux puissances européennes. L'exécution d'Enghien convainc paradoxalement les notables français qu'une monarchie héréditaire est nécessaire pour assurer la stabilité. Si Napoléon meurt, le retour des Bourbons semble inévitable. Il faut donc établir une dynastie nouvelle. Des pétitions affluent demandant l'hérédité du pouvoir. Le Sénat vote le 18 mai 1804 un Senatus Consulte proclamant Napoléon Bonaparte empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Un plébiscite ratifie cette décision en novembre 1804 avec plus de 99% de oui. Napoléon n'est pas roi de France comme les Bourbons. Il est empereur des Français, tirant son pouvoir non de Dieu, mais du peuple qui l'a élu. Cette distinction est capitale dans son esprit. Il se pose en successeur de Charlemagne, non de Louis XVI. Napoléon veut une cérémonie grandiose pour légitimer sa nouvelle dignité impériale. Il exige la présence du pape pour le sacrer. Pie VII hésite longuement. Venir à Paris signifie reconnaître l'empire napoléonien et abandonner toute prétention sur les États pontificaux occupés par la France. Mais le pape espère obtenir des concessions sur le Concordat. Il accepte finalement. Le 25 novembre 1804, Napoléon organise une rencontre fortuite avec Pie VII en forêt de Fontainebleau. Cette mise en scène permet d'éviter au pape une entrée solennelle à Paris qui donnerait trop d'importance à l'Église. Pie VII séjourne 4 jours à Fontainebleau. La veille du sacre survient un incident. Joséphine, paniquée, confesse au pape que son mariage avec Napoléon en 1796 n'était que civil. Pour l'Église, cette union est nulle. Pie VII refuse de procéder au sacre sans un mariage religieux préalable. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, célèbre un mariage express aux Tuileries en présence de Talleyrand et du maréchal Berthier. Le 2 décembre 1804, Paris se réveille sous un froid glacial. Le thermomètre affiche -3 degrés. Le ciel reste couvert de nuages gris. À 10h30, Pie VII entre dans la cathédrale Notre-Dame. Le cortège impérial, commandé par le maréchal Murat, quitte les Tuileries avec 25 voitures et de nombreux escadrons de cavalerie. Napoléon fait un détour par l'archevêché pour revêtir son manteau de sacres en velours cramoisi, doublé d'hermine, pesant 36 kg. La cathédrale Notre-Dame, endommagée pendant la Révolution, a été décorée à la hâte pour la cérémonie. Des tapisseries cachent les murs abîmés. Le froid est tel que les dames frissonnent dans leurs robes légères. La cérémonie dure près de 5 heures. Napoléon reçoit la triple onction du pape.
Mais au moment de se couronner, il prend lui-même la couronne des mains du pape et la pose sur sa tête. Ce geste soigneusement prévu signifie que son pouvoir ne vient pas de Dieu, mais du peuple français. Il couronne ensuite Joséphine, qui s'agenouille devant lui. Le peintre Jacques-Louis David, présent dans l'assistance, commence aussitôt les esquisses du tableau monumental qu'il réalisera sur commande. Ce tableau, achevé en 1807, immortalisera la scène du couronnement de Joséphine. On y voit Napoléon debout, tenant la couronne au-dessus de la tête de son épouse agenouillée, tandis que le pape, assis à droite, bénit la cérémonie. David a pris quelques libertés avec la réalité. Il a représenté Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, dans une tribune centrale alors qu'elle était absente ce jour-là, fâchée avec son fils. Quand Napoléon sort de Notre-Dame, 101 coups de canon tonnent sur Paris. Le mois de décembre n'est que fêtes et réjouissances. L'empereur a 35 ans. Il a reconstitué un empire à la manière de Charlemagne. Beaucoup de Français acceptent cet archaïsme surprenant. Ils y voient la garantie contre un retour des Bourbons. Les anciens révolutionnaires qui ont acheté des biens nationaux, ceux qui ont condamné Louis XVI, tous craignent une restauration monarchique. L'empire de Napoléon leur semble le meilleur rempart. Devenu empereur, Napoléon peut enfin créer une véritable cour impériale. Il distribue des titres à sa famille et à ses fidèles. Ses frères Joseph et Louis deviennent princes français. Ses sœurs Élisa, Pauline et Caroline reçoivent le titre de princesse. En 1806, il crée une nouvelle noblesse impériale. Ses généraux deviennent maréchaux d'empire. Berthier, Murat, Ney, Masséna, Augereau, Lannes, Soult, Davout et d'autres. Il distribue des duchés, des principautés. Murat épouse Caroline Bonaparte et deviendra roi de Naples. Joseph devient roi de Naples puis d'Espagne. Louis devient roi de Hollande. Jérôme devient roi de Westphalie. Napoléon construit un empire familial. La vie aux Tuileries prend des allures de cour royale. Napoléon établit un cérémonial strict inspiré de l'Ancien Régime. Il exige des étiquettes précises, nomme un grand chambellan, un grand maître des cérémonies, des chambellans, des dames d'honneur. Son palais grouille de courtisans qui rivalisent pour obtenir ses faveurs. Joséphine règne comme impératrice avec élégance. Elle dépense des sommes folles en robes, bijoux et mobilier. Napoléon fulmine contre ces dépenses, mais les accepte. L'impératrice doit éblouir l'Europe. Mais une ombre plane sur ce tableau. Joséphine, 41 ans en 1804, ne peut plus avoir d'enfants. Ses deux enfants, Eugène et Hortense de Beauharnais, ne sont pas du sang de Napoléon. L'empereur a besoin d'un héritier pour assurer sa succession. Ses relations avec Joséphine se dégradent. Il multiplie les maîtresses. En 1806, une de ses liaisons, avec Éléonore de Nuel, donne naissance à un fils illégitime. Napoléon comprend qu'il peut avoir des enfants. Le problème vient de Joséphine. L'idée du divorce commence à germer dans son esprit. Sur le plan militaire, l'empereur continue ses conquêtes. En 1805, la troisième coalition se forme contre la France. L'Autriche et la Russie, financées par l'Angleterre, attaquent. Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson détruit la flotte franco-espagnole à Trafalgar. Cette défaite navale anéantit les espoirs de Napoléon de rivaliser avec l'Angleterre sur mer. Mais sur terre, c'est une autre histoire. Le 2 décembre 1805, exactement un an après son sacre, Napoléon remporte sa plus éclatante victoire à Austerlitz. Il écrase les armées austro-russes du tsar Alexandre Ier et de l'empereur François II. Le soleil d'Austerlitz, dissipant le brouillard au moment décisif, devient légendaire. L'Autriche doit signer la paix de Presbourg, cédant Venise et d'autres territoires. La Russie se retire. La troisième coalition s'effondre. En 1806, Napoléon réorganise l'Allemagne. Il crée la Confédération du Rhin, regroupant 16 États allemands sous protection française. Le Saint-Empire romain germanique, vieux de plus de 1000 ans, cesse d'exister en août 1806. François II devient simplement François Ier, empereur d'Autriche. La Prusse, inquiète de cette réorganisation, entre en guerre en octobre 1806. Napoléon détruit l'armée prussienne en quelques semaines. Le 14 octobre, victoire simultanée à Iéna et Auerstedt. Le 27 octobre, Napoléon entre à Berlin.
La Prusse s'effondre. En février 1807, la bataille d'Eylau contre les Russes se termine par un match nul sanglant. Des dizaines de milliers d'hommes meurent dans la neige. Mais le 14 juin 1807, Napoléon écrase définitivement les Russes à Friedland. Le tsar Alexandre demande la paix. Les deux empereurs se rencontrent sur un radeau au milieu du Niémen, à Tilsit, le 25 juin 1807. Napoléon charme le jeune tsar. Ils signent un traité d'alliance. La Russie reconnaît toutes les conquêtes françaises et s'engage à appliquer le blocus continental contre l'Angleterre. La Prusse perd la moitié de son territoire. Napoléon crée le Grand-Duché de Varsovie et le Royaume de Westphalie. À 38 ans, Napoléon domine l'Europe continentale. De l'Espagne à la Pologne, son influence s'étend partout. Seule l'Angleterre résiste. Ne pouvant l'envahir, Napoléon instaure le blocus continental en novembre 1806. Il interdit à tous les pays européens de commercer avec les Britanniques. Il espère ruiner l'économie anglaise. Mais ce blocus est difficile à faire respecter. Les marchands contournent les interdictions. Les États vassaux trichent. Ce blocus finira par se retourner contre Napoléon. Pendant ses campagnes militaires, Napoléon n'oublie jamais l'administration de son empire. Il gouverne de son bivouac, envoyant des ordres sur tous les sujets. En 1807, il crée la Cour des comptes pour contrôler les dépenses publiques. En 1808, il instaure le baccalauréat comme diplôme sanctionnant les études secondaires. La même année, il fonde l'Université impériale, un monopole d'État sur l'enseignement. Le Code de commerce est promulgué en 1807, le Code d'instruction criminelle en 1808, le Code pénal en 1810. Ces codes organisent toute la vie juridique française. Ils exportent dans l'Europe conquise les principes révolutionnaires, égalité devant la loi, abolition des privilèges, liberté du travail, sécurité de la propriété. Napoléon transforme Paris en capitale impériale digne de Rome. Il fait construire des monuments grandioses, l'Arc de Triomphe du Carrousel, la colonne Vendôme coulée avec le bronze des canons pris à Austerlitz, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, dont la première pierre est posée en 1806. Il ordonne le percement de nouvelles rues, la construction de ponts. Il fait aménager le palais des Tuileries, crée la rue de Rivoli. La capitale devient un chantier permanent. L'économie française profite de la domination européenne. Les commandes militaires stimulent l'industrie. Les indemnités de guerre payées par les vaincus remplissent le trésor. Mais le blocus continental pèse lourd. Les industries dépendant des matières premières coloniales souffrent. Le prix du sucre et du café flambe. Napoléon encourage la production de sucre de betterave pour remplacer le sucre de canne. L'industrie textile se développe grâce aux commandes d'uniformes. En 1808, Napoléon commet une erreur stratégique majeure. Il intervient en Espagne. À l'origine, il veut simplement contrôler ce pays allié pour mieux faire respecter le blocus continental. Il attire le roi Charles IV et son fils Ferdinand à Bayonne en mai 1808. Par des pressions et des menaces, il les force à abdiquer. Il place son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Cette manipulation cynique se retourne contre lui. Le peuple espagnol refuse ce roi imposé. Le 2 mai 1808, Madrid se soulève contre les troupes françaises. Murat écrase brutalement l'insurrection. Mais la révolte s'étend à tout le pays. Des juntes locales organisent la résistance. Les guérillas harcèlent les troupes françaises. L'Angleterre envoie une armée au Portugal, sous le commandement du général Wellesley, futur duc de Wellington. Le 22 juillet 1808, les Français capitulent à Bailén face aux Espagnols. C'est la première défaite d'une armée napoléonienne. Napoléon se rend lui-même en Espagne en novembre 1808 avec 200 000 hommes. Il écrase rapidement les armées espagnoles régulières, reprend Madrid en décembre. Mais les guérillas continuent. La guerre d'Espagne devient un gouffre pour l'armée française. Des centaines de milliers d'hommes s'enlisent dans cette guerre sans fin. Les soldats doivent combattre un ennemi invisible qui frappe puis disparaît. Les atrocités se multiplient des deux côtés. Les Français fusillent les prisonniers, brûlent les villages. Les guérilleros torturent et mutilent les soldats isolés. Cette guerre d'usure mine l'Empire. Elle immobilise des troupes qui manqueront lors des campagnes ultérieures. Elle crée aussi un précédent dangereux. Pour la première fois, un peuple tout entier résiste à Napoléon au nom du nationalisme et de la religion.
Le clergé espagnol appelle à la guerre sainte contre l'envahisseur français athée. Ce nationalisme patriotique va se propager dans toute l'Europe. Fin 1809, Napoléon prend une décision déchirante. Il doit divorcer de Joséphine. À 40 ans, l'empereur a besoin d'un héritier légitime. Ses frères Joseph et Louis se sont révélés médiocres comme rois. Il ne peut compter que sur son propre fils. Le 15 décembre 1809, il annonce la dissolution du mariage à Joséphine lors d'un dîner aux Tuileries. Elle s'effondre. Napoléon pleure aussi. Il l'aime encore, mais la raison d'État l'emporte. Le 16 décembre, le divorce civil est prononcé. Un conseil de famille réuni aux Tuileries dissout le mariage religieux le 12 janvier 1810. Joséphine conserve son titre d'impératrice et reçoit le château de Malmaison avec une pension confortable. Napoléon lui rend visite régulièrement. Ils restent amis jusqu'à la fin. Napoléon cherche maintenant une princesse issue d'une dynastie régnante pour établir sa légitimité. Il hésite entre une grande duchesse russe, sœur du tsar Alexandre, et une archiduchesse autrichienne. La Russie tergiverse. L'Autriche, vaincue en 1809 après la bataille de Wagram, accepte rapidement. Le chancelier Metternich voit dans cette alliance un moyen de rapprocher l'Autriche de la France. Le 1er avril 1810, Napoléon épouse par procuration Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur François Ier. Elle a 18 ans, lui 40. Le mariage religieux est célébré le 2 avril à Saint-Cloud. Cette union unit Napoléon, le fils de la Révolution, à la plus ancienne dynastie d'Europe. Marie-Louise est la petite-nièce de Marie-Antoinette. Les vieux jacobins grincent des dents. Le 20 mars 1811, Marie-Louise donne naissance à un fils au palais des Tuileries. La nouvelle provoque l'enthousiasme dans tout l'Empire. 101 coups de canon annoncent la naissance d'un garçon. Napoléon est fou de joie. Il tient son héritier. L'enfant reçoit le titre de roi de Rome dès sa naissance. La dynastie Bonaparte semble assurée pour l'avenir. En 1811, l'Empire français atteint son extension maximale. La France compte 130 départements, de Hambourg à Rome. Napoléon règne directement sur 45 millions de sujets. Son système d'États vassaux en compte 45 millions supplémentaires. Le royaume d'Italie, le royaume de Naples, le royaume d'Espagne, le royaume de Westphalie, le grand-duché de Varsovie, la confédération du Rhin, la Suisse. L'empereur contrôle presque toute l'Europe continentale. Seuls 4 États restent indépendants: la Suède, la Russie, l'Empire ottoman et le Royaume-Uni. Mais des tensions croissantes apparaissent avec la Russie. Le tsar Alexandre ne respecte pas vraiment le blocus continental. Il commerce secrètement avec l'Angleterre. Ses relations avec Napoléon se refroidissent après le refus de lui accorder la main de sa sœur. Le grand-duché de Varsovie inquiète la Russie qui y voit une menace à sa frontière. Napoléon gouverne son empire avec une poigne de fer. Il censure la presse, surveille l'opinion par sa police dirigée par Fouché jusqu'en 1810. Il fait emprisonner les opposants. Son régime devient de plus en plus autoritaire. Les libertés de la Révolution s'érodent. Mais en même temps, il maintient l'égalité civile, la carrière ouverte aux talents, la propriété garantie. Les Français acceptent ce despotisme éclairé qui leur apporte la gloire militaire et la prospérité. L'empereur apparaît comme le maître incontesté de l'Europe. Les rois s'inclinent devant lui. En 1810, il a annexé la Hollande après avoir destitué son frère Louis qui se montrait trop favorable aux intérêts hollandais. En 1811, il annexe les villes hanséatiques, les États du pape. Rome devient la 2e ville de l'Empire. Le pape Pie VII, prisonnier à Savone depuis 1809, refuse de reconnaître ces annexions. Pourtant, sous cette apparence de puissance absolue, des fissures apparaissent. La guerre d'Espagne s'éternise. L'Angleterre résiste et contrôle les mers. Le blocus continental ruine certaines régions françaises et crée du mécontentement. La conscription permanente pour alimenter les armées épuise les familles. Chaque année, 80 000 à 100 000 jeunes hommes partent à l'armée. Beaucoup ne reviendront jamais. Les déserteurs se multiplient. Dans certaines régions, des bandes de réfractaires se cachent dans les forêts. En 1812, Napoléon décide d'en finir avec la Russie. Il passe l'année 1811 à préparer la plus grande armée jamais rassemblée. La Grande Armée de 1812 comptera 700 000 hommes, dont seulement la moitié de Français.
Le reste vient des États vassaux, italiens, polonais, allemands, hollandais, suisses. Napoléon réquisitionne des vivres dans toute l'Europe, fait construire des chariots, accumule des munitions. Le 9 mai 1812, il quitte Paris pour rejoindre son armée rassemblée en Pologne. Il emmène Marie-Louise et son fils jusqu'à Dresde, où il tient court pendant 2 semaines. Les souverains allemands vassaux viennent lui rendre hommage. Fin mai, il rejoint son quartier général à Vilnius. Le 24 juin 1812, la Grande Armée franchit le Niémen. La campagne de Russie commence. Au début, tout se passe bien. Les Russes reculent sans combattre. Napoléon avance rapidement, prenant Vilnius, puis Vitebsk, puis Smolensk en août. Mais cette retraite russe l'inquiète. Il ne peut livrer la bataille décisive qu'il recherche. Les Russes appliquent la tactique de la terre brûlée, détruisant tout sur leur passage. L'armée française ne trouve rien à réquisitionner, les chevaux meurent par milliers faute de fourrage, les soldats souffrent de la faim. Le 7 septembre 1812, enfin, les Russes acceptent le combat à Borodino, appelé bataille de la Moskova par les Français. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. 250 000 hommes s'affrontent pendant 15 heures. Les pertes sont épouvantables, 30 000 morts côté français, 45 000 côté russe. Napoléon remporte une victoire tactique, mais les Russes se retirent en bon ordre. Le 14 septembre, Napoléon entre dans Moscou. La ville est presque vide. Le gouverneur Rostopchine a ordonné l'évacuation. Dans la nuit, des incendies éclatent partout. Moscou brûle pendant 3 jours. Les 3/4 de la ville sont détruits. Napoléon s'installe au Kremlin avec ce qui reste de son armée. Il attend que le tsar Alexandre demande la paix. Mais aucun émissaire russe ne vient. Napoléon reste 1 mois à Moscou, espérant toujours une proposition de paix. Le 19 octobre, il comprend enfin qu'elle ne viendra pas. Il ordonne la retraite. Mais il est trop tard. L'hiver russe arrive. Le froid devient terrible. Les soldats meurent de froid, de faim, d'épuisement. Les Cosaques harcèlent sans cesse les colonnes françaises. La retraite se transforme en déroute. Le 26 novembre, l'armée française traverse la Bérézina sous le feu russe. Des milliers d'hommes se noient dans les eaux glacées ou sont massacrés sur les rives. La Grande Armée n'existe plus. Des 700 000 hommes partis en juin, seuls 100 000 franchissent la frontière en décembre. C'est le plus grand désastre militaire de l'histoire napoléonienne. Le 5 décembre 1812, Napoléon abandonne les restes de son armée et rentre à Paris en traîneau. Il arrive aux Tuileries le 18 décembre. Il doit faire face à une conspiration du général Malet qui a tenté un coup d'État en octobre en faisant croire à sa mort. La nouvelle du désastre russe se répand dans toute l'Europe. Les alliés de Napoléon commencent à l'abandonner. En 1813, toute l'Europe se coalise contre Napoléon. La Prusse rejoint la Russie en mars. L'Autriche entre en guerre en août. Napoléon lève une nouvelle armée de conscrits, des gamins de 18 ans qu'on surnomme les Marie-Louise. Il remporte encore quelques victoires au printemps. Lützen en mai, Bautzen en mai. Mais à Leipzig, du 16 au 19 octobre 1813, les armées coalisées l'écrasent dans la bataille des nations. Napoléon doit évacuer l'Allemagne. En janvier 1814, les Alliés envahissent la France. Napoléon mène une campagne défensive brillante avec des effectifs réduits. Il multiplie les victoires tactiques, Champaubert, Montmirail, Montereau. Mais il ne peut arrêter l'avancée des 500 000 ennemis. Le 31 mars 1814, Paris capitule. Le 6 avril, contraint par ses maréchaux qui refusent de continuer, Napoléon abdique. Il reçoit la souveraineté de l'île d'Elbe avec une pension. Le 20 avril 1814, il fait ses adieux à la garde impériale dans la cour du château de Fontainebleau. Il embrasse le drapeau, prononce quelques mots émouvants. Les vieux grognards pleurent. Napoléon part pour l'exil. Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône. La Restauration commence. Mais sur l'île d'Elbe, Napoléon ronge son frein. Il apprend que le Congrès de Vienne discute de son sort, envisage de le déporter plus loin. Les Bourbons ne lui versent pas sa pension. En France, Louis XVIII déçoit. Son gouvernement maladroit irrite l'armée, le peuple, les acquéreurs de biens nationaux. Le 26 février 1815, Napoléon s'embarque avec 1100 hommes.
Le 1er mars, il débarque à Golfe-Juan. La marche vers Paris devient triomphale. Les troupes envoyées pour l'arrêter se rallient à lui. Le 20e mars, il entre aux Tuileries. Louis XVIII a fui. Les 100 jours commencent. Napoléon tente de se présenter comme un souverain constitutionnel, acceptant des réformes libérales. Mais l'Europe refuse toute négociation. Le 18 juin 1815, à Waterloo, Wellington et Blücher l'écrasent définitivement. Le 22 juin, Napoléon abdique une seconde fois. Il tente de fuir vers l'Amérique, mais les Anglais bloquent les ports. Le 15 juillet, il se rend au capitaine du navire britannique Bellérophon. Il espère trouver asile en Angleterre. Au lieu de cela, les Britanniques le déportent à Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l'Atlantique Sud. Napoléon Bonaparte avait transformé la France et l'Europe en moins de 20 ans. Parti d'une famille corse modeste, ce jeune officier d'artillerie était devenu empereur, avait dominé un continent, créé et détruit des royaumes. Son ascension fulgurante reste unique dans l'histoire moderne. Aucun homme avant lui, depuis Jules César, n'avait concentré autant de pouvoir en aussi peu de temps. Son génie militaire demeure incontesté. Ses 60 batailles, dont 50 victoires, ont révolutionné l'art de la guerre. Sa capacité à manœuvrer rapidement, à concentrer ses forces au point décisif, à inspirer ses troupes, firent de lui le plus grand stratège de son temps. Des générations d'officiers étudieront ses campagnes, mais son héritage dépasse largement le domaine militaire. Le Code civil napoléonien reste la base du droit dans de nombreux pays. L'organisation administrative centralisée qu'il établit structure encore la France actuelle. Les préfets, les lycées, les grandes écoles, la Légion d'honneur, la Banque de France, la Cour des comptes, autant d'institutions créées sous le Consulat et l'Empire qui perdurent. Napoléon diffusa aussi les idéaux de la Révolution dans toute l'Europe. Partout où ses armées passèrent, l'ancien régime s'effondra. Les privilèges féodaux furent abolis, le servage supprimé, l'égalité devant la loi établie. Même après sa chute, ces principes restèrent ancrés. Les monarques restaurés ne purent revenir complètement en arrière. Son empire familial ne lui survécut pas. Ses frères perdirent leurs royaumes en 1814. Mais sa descendance continua. Son fils, le roi de Rome, devenu duc de Reichstadt, mourut jeune en 1832 sans héritier. Son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, fils de Louis et d'Hortense de Beauharnais, devint président de la République en 1848, puis empereur Napoléon III en 1852. Le Second Empire dura jusqu'en 1870. La légende napoléonienne naquit de son vivant et se renforça après sa mort. À Sainte-Hélène, entre 1815 et 1821, Napoléon dicta ses mémoires. Il se présenta comme le champion de la Révolution, le héros de la nation, victime de la coalition des tyrans européens. Cette version romancée de son règne séduisit des générations de Français. Victor Hugo, Stendhal, Balzac célébrèrent l'épopée impériale. Le retour des cendres de Napoléon en 1840, organisé par Louis-Philippe, devint une cérémonie nationale grandiose. Son tombeau aux Invalides attire encore des millions de visiteurs. Son nom reste indissociable de la gloire militaire française, du génie stratégique, de l'ambition démesurée. Pourtant, son bilan demeure controversé. Ces guerres coûtèrent la vie à 2 millions de soldats français et à des millions d'Européens. Ces conquêtes provoquèrent la montée des nationalismes qui ensanglantèrent l'Europe au XIXe et XXe siècle. Son régime autoritaire étouffa les libertés politiques conquises en 1789. Son code civil, malgré ses avancées, maintint les femmes en état d'infériorité juridique. Mais peu d'hommes ont autant marqué leur époque. De général à empereur, Napoléon Bonaparte incarna à la fois les espoirs révolutionnaires et la tentation du despotisme, le génie et l'hubris, la modernité et l'archaïsme impérial. Son parcours exceptionnel, de la maison d'Ajaccio au trône des Tuileries, du champ de bataille d'Arcole au rocher de Sainte-Hélène, reste l'une des aventures humaines les plus extraordinaires de l'histoire.